Dans un instant, vous allez entendre l'historien Pascal Horry lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche, mardi 3 avril 2018, autour de la parution de son ouvrage « Peuple souverain, de la révolution populaire à la radicalité populiste » aux éditions Gallimard. Le débat était animé par Olivier Loub. Ce soir, nous sommes réunis autour de livres avec Pascal Horry. Peuple souverain, de la révolution populaire à la radicalité populiste. De façon très intrigante, sur ce livre, il n'y a pas de présentation de l'auteur, ni en quatrième de couverture, ni au début du livre. Et bien sûr, si on se reporte à toutes les références que vous trouverez facilement, on apprend, mais on savait déjà, que Pascal Horry est professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université Paris 1 Sorbonne. Le livre ne dit rien, sauf qu'il nous dit quelque chose, et ce sera ma première question, par le biais d'un autoportrait de l'auteur en auteur, puisque à la fin du livre, on trouve un classement qui est assez singulier de la façon dont sont présentées les œuvres nombreuses, nourrissantes de Pascal Horry. On trouve des pôles. La bibliographie est classée par culture, image, identité, engagement, cité, lieu et corps. Mais, et surtout, on pourrait dire ça, il y a deux identités qui sont découplées. D'une part, histoire au pluriel, et puis fable au pluriel. Alors, Pascal Horry, historien multiple et fabuliste, dans quelle catégorie faut-il ranger ce peuple souverain ? Très bonne première question. Avant d'y répondre, je voudrais quand même remercier Ombre Blanche, remercier les collègues qui ne sont pas que des collègues ici présents, grâce auxquels, masculin, féminin, avec un point, je suis là ce soir. Parce que, voilà. L'histoire culturelle, c'est de dire par exemple qu'on n'écrit jamais un livre, on écrit un texte. Pour que ça devienne un livre, il faut qu'il y ait des éditeurs, des directeurs de collection, des imprimeurs, des libraires, etc. Donc si je suis là, c'est parce qu'il y a plein de gens qui... voilà. Sinon, je ne serais pas là ce soir en train de répondre à cette question à laquelle je vais essayer de répondre. Bon. Effectivement, quand Olivier, si je peux me permettre d'appeler Olivier, a dit qu'il n'y avait pas de présentation, je me suis dit, effectivement, il n'y a pas de présentation. Et en moi-même, in petto, je me disais, ma présentation, c'est la bibliographie. C'est ça, c'est une façon de se présenter. Il n'y a pas que ça comme façon, mais c'est une façon parmi d'autres. Il y a une troisième catégorie. Il y a histoire, il y a fable et il y a conte. Alors, voilà, qui est plus courte. Et là, qui ne reprend pas les subdivisions, parce que tout est possible et la liberté est complète dans cette troisième catégorie. Donc il y a aussi les contes. Donc, pour moi, c'est quand même une fable. Ce qu'on appelle depuis Montaigne réactivé au milieu du XXe siècle, enfin dans l'entre-deux-guerres, un essai. Bon, c'est quand même plutôt un essai, mais un essai d'historien, c'est-à-dire qu'on écrit des essais, et dans cette salle, il peut y avoir des gens qui écrivent ou qui vont écrire ou qui ont écrit des essais. On écrit un essai, mais on est par ailleurs philosophe, homme politique, avocat, historien, biologiste, etc. Bon, là, c'est un historien qui écrit quand même un essai, en ce sens que, comme le livre précédent, d'ailleurs, Réponse d'histoire culturelle, ça paraît chez Gallimard dans une collection qui s'appelle Le Débat, donc qui a un nom de revue. C'est pas Bibliothèque des histoires, par exemple. Bon. Donc, c'est effectivement un essai, comme la revue Le Débat. Je ne sais pas si certaines ou certains dans cette salle lisent Le Débat, ou lisent d'ailleurs Les Temps modernes, Commentaires, Esprit, etc. Bon, les revues qui résistent encore. C'est dans l'esprit de la revue Le Débat. C'est-à-dire qu'il y a un peu plus d'un an, j'avais publié dans cette collection Ce que dit Charlie, c'est-à-dire un livre par définition écrit à chaud, mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire à chaud, bon, mais par un historien, où j'essayais de justifier ce que je reprends de fait au début de ce livre, à savoir, mais qu'est-ce qu'un historien a à dire sur, l'année dernière, sur les attentats qui venaient d'avoir lieu ? Qu'est-ce que c'est que ce manque de recul ? Bon, et la réponse était, je l'avais d'ailleurs dite ici, je crois, aussi oralement, mais elle était dans le livre, à savoir que le recul, métaphore d'artilleur qu'on peut discuter d'ailleurs, ce recul, l'historien peut le donner en remontant dans le temps et en disant, mais écoutez, ces attentats, ils ne sont pas comme ça arrivés n'importe où, il y a eu des précédents, etc. Et là, ça a été la même démarche,
puis honnêtement, je vais m'arrêter là, je pense, à l'égard de la notion de populisme. Bon, il est évident qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas écouter la radio, regarder la télévision, discuter avec vos amis sans qu'à un certain moment, le mot populisme n'apparaisse, et puis les choses se tendent un peu. Bon, je dis pas que j'étais agacé, mais je me suis dit, mais bon, qu'est-ce qu'un historien, enfin, un historien, je ne suis pas représentatif de tous les historiens, mais qu'est-ce que je pourrais dire sur cette notion-là? Parce que j'ai eu l'impression, moi, de l'avoir croisée à plusieurs reprises. Par exemple, quand je travaillais sur le fascisme. Et en même temps, je pense que d'ailleurs j'ai utilisé le terme populiste, mais comme adjectif en passant. Ce n'était pas une catégorie substantivée. Et là ce qui est déjà intéressant, c'est qu'aujourd'hui, c'est une catégorie avec laquelle on travaille, on joue, éventuellement. Et je le dis tout de suite, il y a une catégorie qui, pour moi, est problématique, mais en tant qu'historien, je note, c'est qu'on voit apparaître depuis quelques mois l'hypothèse d'un populisme de gauche, par exemple. Chantal Mouffe, etc. C'est pas du tout ma perspective, personnellement, on y reviendra. Mais enfin, voilà, ça fait causer. Et c'est vrai que c'est un terme qui me paraissait mériter qu'on y revint et qu'on y travailla. Et du coup, en travaillant sans y penser a priori, mais en y pensant assez vite a posteriori, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas parler du populisme sans parler de la radicalité, d'où le sous-titre. Et quand même sans revenir sur la dimension politique de ça. Vous me direz, mais oui, c'est politique. Non. Pour moi, le populisme, c'est d'abord susceptible d'une lecture idéologique. Le politique, c'est de rapprocher, de croiser l'idéologique avec quoi? Avec les rapports de force. Et ça veut dire exercice du pouvoir ou pas. Et ça, bon, il y a peut-être quand même des choses à dire une fois qu'on a quitté les grands principes en disant mais c'est bon, il est méchant, il est mauvais, enfin bon, Diderot. Non, le populisme, il est quand même arrivé au pouvoir aussi, me semble-t-il, et ça a donné quoi? D'où la construction, je termine ma trop longue réponse, la construction du livre. J'avais proposé ça à l'éditeur qui a reculé, effrayé, comme sous-titre. Bon, il a peut-être reculé, effrayé aussi parce qu'il y avait un problème de niveau, mais moi je proposais un sous-titre assez différent et beaucoup plus cash, comme diraient mes enfants, c'est-à-dire populisme, radicalité, catastrophe. Donc je vous le livre parce que c'est la structure du livre. C'est quand même les titres que j'ai conservés pour les 3 parties. Populisme, radicalité, catastrophe. Résultat, quand je suis invité, mais pas en ombre blanche, on ne me parle que de la première partie. Populisme, ce qui est évidemment passionnant, mais moi il y a radicalité, il y a catastrophe. Voilà. Et la catastrophe, on la retrouve en 4e de couverture, où elle vient ponctuer. Au sens grec du terme et au sens théâtral du terme. Et on essaiera d'arriver jusque-là. Mais avant d'arriver à la catastrophe, il faut bien voir que ce livre démarre, et c'est pour ça que sa définition par le mot de fable m'intéressait d'emblée, démarre par 2 fables, les fables de novembre, puisque tel est l'intitulé qui a été choisi, et ces 2 fables permettent de comprendre pourquoi il a été parlé de ce livre aussi. Parce que dans ces 2 fables, l'une est russe, l'autre est américaine. Les 2 héros sont des héros en quinconce, a priori. Lénine, d'une part. Héros en quinconce, c'est une belle formule. Hein. C'est cadeau. Et l'autre est Donald Trump. Alors, on peut plonger d'emblée dans le livre et dans tout ce qu'il a pu susciter, ou qu'il suscitera comme interrogation. Quelle idée singulière, Pascal Horry, que de convoquer dans 2 fables initiales Lénine et Donald Trump pour parler, soit pour l'un, soit pour l'autre, soit pour les 2, de radicalité russe et soviétique et de populisme américain et vice-versa. C'est-à-dire que, en travaillant sur le populisme, j'avais forcément croisé le cas Trump. Pas le cas Lénine, a priori, hein, bien sûr. Et les lecteurs rapides, ce qui n'est pas votre cas, si je peux me permettre de vous voyez, conventionnellement, Olivier, pouvaient penser que d'ailleurs je mettais Lénine dans le populisme. Alors c'était prouvé qu'on ne m'avait pas lu. Hein. Non, ce que je disais, c'est qu'il y avait un hasard chronologique augmenté par la différence entre le calendrier julien et le calendrier grégorien. C'est qu'à 99 ans d'intervalle pile, vous aviez la confirmation par Lénine devant le congrès des soviets de sa prise de pouvoir, et vous aviez l'élection de Trump, à 99 ans. Bon, peu importe, à la limite, même si on ne joue pas sur les 2 calendriers, bon. C'est assez fascinant. C'est-à-dire, pour un historien, il faudrait essayer d'expliquer pourquoi, en 99 ans, disons un siècle, on soit passé d'une expérimentation politique, parce qu'il faut avoir le courage de parler d'expérimentation politique. Les grands changements politiques sont des expériences. Peut-être incongru de dire ça, c'est peut-être très philosophie de l'histoire, moi je n'hésite pas à dire, ce sont des expériences. Et d'ailleurs, les contemporains concernés le disent, parce que je pense que Donald Trump est certainement convaincu qu'il est en train de faire une expérience sans précédent dans l'histoire américaine, au moins depuis bien longtemps. Et Lénine, ça c'était tout à fait clair. D'ailleurs, la scène est racontée par Trotsky quand les bolcheviks
ont découvert qu'ils tenaient depuis un jour de plus que la Commune de Paris, Lénine aurait dansé dans la neige. Je parle sous le contrôle de spécialistes qui peuvent peut-être infirmer ou confirmer cette scène légendaire. C'est-à-dire que les bolcheviks avaient bien conscience que c'était incroyable ce qui leur arrivait. Bon. Donc c'est vraiment une expérience politique que celle des bolcheviks. C'est une expérience politique que celle de Trump. Je les rapproche sur un point, c'est-à-dire qu'il me semble que la victoire à connotation populiste. Alors après, il y a des catégories. Trump, c'est une catégorie de populisme dans une culture politique qui s'appelle les États-Unis, qui est assez différente de la culture politique de l'Italie de 1914 avec un certain Mussolini, ou de l'Argentine des années 40 avec un certain Perón ou Vargas. Mais quand même, ce sont pour moi des expériences populistes. Ces expériences populistes, elles s'éclairent aussi par le fait qu'il y a eu une grande expérience politique qui est ce que j'appellerais la gauche radicale vraiment au pouvoir, avec la durée pour elle, 3/4 de siècle. Et effectivement, l'hypothèse du livre, c'est pour ça que c'est un essai, que c'est une fable, donc j'assume la dimension essai, c'est qu'on comprend le populisme qui aujourd'hui est quand même une idéologie et aussi une politique quand il arrive au pouvoir montante. Alors, c'est à la fois évident ce que je dis ce soir. Je vous signale qu'il faut peut-être le répéter un peu plus aux Français, parce que il s'est passé l'année dernière en France ce qui s'est passé en France en 1981, c'est-à-dire 2 élections présidentielles contre-cycliques. Il faut quand même le dire, ça, parce que c'est des sortes d'évidences que personne ne voit. Quand François Mitterrand a été élu en 81, c'est contre-cyclique, puisque c'est au lendemain de la victoire de Reagan et c'est au surlendemain de la victoire de Thatcher. Donc la France est vraiment contre-cyclique. Alors après, on en pense qu'on en veut. C'est bien, c'est mal, regardez, 83, bon. L'élection de Macron est contre-cyclique, malgré les progrès du Front National. Regardez ce qui s'est passé depuis en Italie ou en Tchéquie. Bon, etc., sans parler de l'Autriche. Donc, la question du populisme, c'est une question non seulement d'actualité, mais mondiale. Bon. Et je corrèle ça à ce qu'on peut considérer comme l'échec, donc catastrophe, de l'expérience léniniste, qui est intéressante pour moi, en dehors de tout jugement de valeur, comme une expérience de gauche radicale qui dispose d'un peu plus de temps que la Commune de Paris. La Commune de Paris, de mémoire, c'est 72 jours. Bon, Lénine, il a eu 70 ans, 72 ans. Bon, voilà. Donc, on peut prendre un peu plus de recul. La corrélation paraît évidente. Donc, pour parler du populisme, j'étais obligé, c'est ma thèse, de parler d'une expérience de gauche radicale. Je n'étais pas en train de dire que Lénine était un populiste. Évidemment, les journalistes rapides qui ne m'ont pas lu, auxquels on avait fait des fiches rapides, on dit, tiens, vous considérez Lénine comme un populiste. Alors j'étais obligé de dire, mais non. Même à la limite, c'est le contraire. Mais c'est des contraires qui se renvoient en miroir. Et c'est vrai que le livre mérite attention parce qu'il a une densité qui, moi, m'a ravi, mais qui effectivement résiste au résumé. Et c'est une oui, d'où la longueur de mes réponses. Ouais, non, mais c'est une de ses qualités et aussi, effectivement, ça renvoie au fait que ce soit un essai d'historien pour dire, et on va maintenant quitter la fable, pour dire ce qu'est le populisme et ce qu'est la radicalité. Alors, dans le livre, il y a une définition assez claire qui est portée et qui est surprenante malgré tout. Elle est faite pour ça, mais pas uniquement, elle est pensée, qui est de dire qu'au fond, le populisme, et vous avez déjà commencé à en parler, c'est une idéologie, donc il renvoie au domaine des croyances, alors que de l'autre côté... Des systèmes de représentation. Et des systèmes de représentation. Alors que de l'autre côté, la radicalité est en fait une narration, un système mythologique, organisé comme une narration, comme une série de récits, ou comme un récit de compréhension. Et que dès lors, ce qui fait le lien entre les deux, c'est que la radicalité peut traverser les populismes et appartenir à tous les populismes parce qu'elle est un récit de compréhension des choses. Alors, posé ainsi, c'est assez simple a priori. Il va falloir y mettre de la chair autour pour le rendre peut-être plus incarné, justement. Et c'est vrai que moi, j'avoue que ça m'a passionné, cette lecture-là, et que autant sur l'aspect idéologique, système de représentation, on voit bien, autant le fait que la radicalité soit une mythologie, ça a un peu plus résisté pour moi. Bon, j'ai 1 heure pour répondre. J'ai essayé d'aller au cœur. J'ai essayé de répondre à ça en 247 pages, voilà.
Donc j'aime bien qu'on dise que j'écris danse, mais je préférais que ce fût avec un A qu'avec un E, mais bon, c'est raté. Donc, voilà. Ça peut être les deux. Ça peut être les deux. Oui. Le mythologique, ressorti d'une autre logique que l'idéologique, alors on devient lourd un peu. C'est-à-dire que c'est une représentation du monde, mais implicitement structurée par des récits. Dans le mythos, il y a du récit. Voilà. Et du coup, ça ne peut pas être rabattu sur un idéologique classique, ou en particulier le classement droite-gauche, qui lui-même est discutable et discuté, mais enfin fonctionne. Mythologie de gauche, mythologie de droite, moi j'y crois pas. Je découvre, j'avais des prédispositions, mais je découvre en travaillant sur le populisme que, pour simplifier, alors vous verrez des définitions un petit peu plus longues, un peu plus subtiles que ce que je vais dire platement devant vous là, que le populisme est une idéologie, je maintiens idéologie, qui se situe en fait dans la radicalité de droite, mais qui extrait sa force de ce qu'elle emprunte à la radicalité de gauche. À commencer par la souveraineté populaire, parce qu'il y a quand même deux notions fondamentales, mais ça paraît très abstrait ce que je dis. En même temps, ce soir, nous fonctionnons les sociétés plus qu'occidentales. Toutes les sociétés du monde, à l'exception peut-être de l'Arabie saoudite, mais en y incluant la Corée du Nord, par exemple, fonctionnent sur la souveraineté populaire. Bon, il y a plusieurs personnes dans cette salle qui seraient capables de faire une année de cours sur la souveraineté populaire, mais quand même, c'est fondamental. Or, ça ne va pas de soi, ça s'est construit, et pour simplifier, on ne va pas remonter au déluge, on ne va même pas remonter au XVIe siècle, à la Réforme, après tout, mais à partir du XVIIIe siècle, c'est cristallisé. Donc, cette souveraineté populaire, c'est quelque chose qui va s'imposer progressivement. C'est une vraie révolution culturelle, entre le XVIIIe et le XXe siècle, grosso modo. Et du coup, il est évident que ça ne peut pas ne pas ébranler des systèmes de représentation, alors idéologiques ou mythologiques, peu importe à ce stade, qui n'intégraient pas la souveraineté populaire, comme le souverain dirait, je simplifie, hein, mais la simplification c'est peut-être quand même l'essentiel. Il se pourrait que la vérité fût simple, après tout. Renan disait, il se pourrait que la vérité fût triste, ce que je crois profondément, mais il se pourrait qu'elle fût simple aussi. Triste et simple. Bon, donc, en effet, le souverain ne tire plus sa légitimité, son autorité, il faudrait gloser sur autorité, de Dieu, ou de quelque chose qui se situe par là, mais du peuple. Ça, c'est une vraie révolution, qui ébranle en particulier toute une pensée que, idéologiquement, je situerais à droite. Et à partir du moment où cette pensée récupère, alors, quand je dis récupérer, c'est pas un jugement de valeur, mais enfin, bon, elle en fait son miel. La souveraineté populaire, il est évident qu'on est dans les conditions qui vont permettre la naissance du populisme. Ce qui explique que ce populisme, tel que je l'ai défini, va reprendre à toute une part de la pensée symétrique inverse, de gauche radicale, pour simplifier. Je préfère le mot radical qu'au mot extrême, mais vous pouvez dire extrême gauche, extrême droite, si ça vous chante. Je préfère dire radical. Bon. Pour diverses raisons dont je m'explique dans la deuxième partie du livre, cette pensée qui se situe assez fondamentalement à droite va récupérer la souveraineté populaire, la critique des élites et la nation. Et en particulier, souveraineté populaire et nation, nous avons complètement oublié, et surtout pour nation, que ce sont des figures de la gauche, fondamentalement. Je dois quand même consacrer un petit peu de temps, d'énergie, de salive à expliquer à mes étudiants, a fortiori, je suis désolé de le dire, moi qui suis fils de journaliste, à un certain nombre de journalistes que je rencontre, que la Marseillaise ou le drapeau tricolore ou Jeanne d'Arc ne sont pas des propriétés du Front National. Il faut déjà partir de là pour leur dire, écoutez, Jeanne d'Arc, aux dernières nouvelles, elle n'adhérait pas au Front National. Donc, peut-être, bon. Et la Marseillaise, vous étiez mis en prison, si vous chantiez la Marseillaise, sous la Restauration. Donc, il faudrait peut-être penser à ça. Donc, ces éléments, ces figures, ces valeurs, qui viennent incontestablement d'une gauche, c'est pas très loin d'ici qu'a été inventé Marianne, en 1792, par un cordonnier poète, je crois, qui écrivait en occitan, entre parenthèses. À Puy-Laurens. Voilà, à Puy-Laurens. Donc, ces valeurs qui venaient vraiment fondamentalement de gauche, sont reprises, certains diront donc, je répète, récupérées, par une droite renouvelée. Et pour vous donner un exemple, parce que quand même, c'est assez mon livre est très peu centré sur la France. C'est pour ça que je commence par les États-Unis et la Russie, qui sont quand même deux pays qui structurent assez bien l'imaginaire politique du XXe siècle, y compris du XXIe siècle. Bref, évidemment, quand on compare Lénine à Poutine, Trump à qui Jackson. Voilà, ou à Wilson, disons. Bon, d'accord, mais de temps à autre, je parle quand même de la France. Désolé, ça m'arrive de parler de la France dans le livre. Mais je dis ça parce qu'on peut penser que c'est un livre sur la France, pas fondamentalement. Je parle quand même du général Boulanger,
Le général Boulanger, je me suis rendu compte, moi qui suis d'une génération où on apprenait encore vaguement qui était le général Boulanger, le boulangistes. Alors là, pour les étudiants, pour certains collègues, d'ailleurs, même pour certains collègues, le boulangiste, ils ne savent plus rien du tout. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le général Boulanger est un général qui est, pour simplifier, un général qui a une image de gauche, républicaine, et l'état-major boulangiste, nous sommes vers 1888, 89, 90, va réunir les deux extrêmes, ou du moins une partie des deux extrêmes, c'est-à-dire ceux qui veulent que ça change, que ça bouge, les modernistes des deux extrêmes. Parce qu'on dit toujours, oui, Boulanger est à l'extrême droite, aucun problème pour moi de dire ça. Il est anti-parlementariste, il est révisionniste, il veut une révision de la Constitution qui d'ailleurs n'existe pas française. Oui, mais autour de lui, qui est-ce qu'il a ? Il a des monarchistes qui ont compris qu'il fallait quand même fortement moderniser les vieux principes de Henri V. Et il a pas mal de gens d'extrême gauche. Il a des communards. Parce que si on prononce le mot commune de Paris en dehors de Lénine, il faudrait peut-être voir par traçabilité ce que sont devenus les communards. Eh bien, vous avez une proportion minoritaire, mais pas du tout secondaire, de communards qui se termineront à l'extrême droite, évidemment. Et ça, il faut peut-être le rappeler. Autour de Boulanger, c'est-à-dire, regardez, 71-88, c'est pas si long, 17 ans après, vous avez les héritiers, les principaux héritiers de Blanqui, qui sont autour de Boulanger. Pas tous les blanquistes. Bon, donc ça, c'est intéressant, parce qu'effectivement, ça me permet de voir naître, dans le cas français, alors après, chaque culture politique, comme je l'ai dit tout à l'heure, un populisme, effectivement, j'utilise le terme, un populisme qui suppose qu'il y ait des possibilités de convergence. Et c'est là qu'on renvoie à la mythologie dont on parlera peut-être tout à l'heure, parce que qui est-ce qui peut expliquer ce qui, même pour les contemporains de l'époque, mais peut-être plus pour nous, est choquant en disant, mais je dis ça devant des étudiants, monsieur, je ne comprends pas, là, comment est-ce qu'ils peuvent être communards en 71 et être avec des monarchistes ? Oui, ben alors, on peut peut-être leur dire, écoutez, c'est ça l'histoire. Et puis, il y a des structures mentales. On parle beaucoup de complotisme, par exemple. La structure que certains psychologues appelleraient paranoïaque, en tous les cas, l'idée que on sait comment fonctionne une société et que, par exemple, il y a des agents minoritaires qui font l'histoire, c'est la structure mentale blanquiste, absolument blanquiste. On en retrouve plus que des traces, d'ailleurs, dans la manière dont Que faire ou d'autres textes, Lénine conçoit la prise du pouvoir et le maintien au pouvoir. Donc c'est quelque chose de fondamental. Et ça permet de mieux comprendre pourquoi l'homme qui a inventé le mot intransigeant, là, je voyais, en ce moment, on est en train de voir le mot intransigeant, il y a des discussions. Mais l'intransigeant, c'est un journal d'un certain Henri Rochefort. Henri Rochefort, c'est une des personnalités les plus connues, les plus brillantes, les plus fêtées de la Commune, qui termine antisémite, anti-Dreyfusard, leader de l'extrême droite. Donc, on peut prendre une grande gomme en disant on va gommer, là. Franchement, là, ça fait désordre, mais je suis désolé, non. Et c'est sa radicalité, c'est-à-dire c'est sa mythologie d'action qui... C'est tout ça à la fois. C'est-à-dire que cette conception, par exemple, bipolaire, cette idée que, par ailleurs, effectivement, il y a quand même des avant-gardes. C'est quand même la pensée de Blanqui. Enfin, on peut toujours dire que Blanqui est plus subtil que ça, mais les blanquistes, incontestablement, le croient. Qu'il y a des avant-gardes qui font avancer l'histoire. Ça peut se retrouver, effectivement, dans les deux extrêmes. Et d'autant plus que ces deux extrêmes sont plutôt marginalisés par le centre, qui, lui, s'installe au pouvoir très, très régulièrement. Bien entendu, je ne suis pas en train de dire que les communards passent tous à l'extrême droite. Vous avez les trois voies classiques, mais quand vous raisonnez sur mai 68 ou dans d'autres pays, c'est toujours ça. Vous aurez ceux qui vont passer très gentiment vers une sorte de centre. Alors, vous chercherez les comparaisons qu'on peut faire avec mai 68, et qui s'installent au pouvoir. Si vous prenez la liste des parlementaires de la Troisième République vers 1890, ceux qui sont radicaux, comme on disait à l'époque, mais radicaux du parti radical, voire même un peu plus modérés encore que radicaux, et qui ont une expérience communarde ou quasiment communarde, sont très nombreux. Bon, ça, c'est la première solution. L'autre solution, c'est de rester droit dans ses bottes, Louise Michel, etc. C'est une petite minorité. Et puis, vous avez une assez grosse minorité qui passe à l'autre extrême. Parce que c'est beaucoup plus facile, dans ces cas-là, de passer d'un extrême à l'autre. En d'autres termes, Alain Soral et Florian Philippot, ils ont des précédents. Ce maire d'Hayange qui était candidat lutte ouvrière 18 mois avant d'entrer au Front National et de se faire élire, il est actuellement, ce soir, le maire Front National d'Hayange, ils ont des précédents. Et c'est tout à fait interprétable. Je ne vois pas pourquoi on serait soit effarouché en disant « mais c'est pas possible, vous vous trompez », soit accablé en disant « je comprends plus, là, franchement, si, je suis désolé, moi je comprends assez bien ». Voilà. En tout cas, il y a des précédents. Il y a des précédents. Alors, si on quitte la France,
mais qu'on quittons la France. Quittons la France. Et restons, enfin peut-être pas. Et restons centrés cette fois-ci sur le populisme. Il y a donc un génie du populisme. Oui, c'est écrit tel quel, comme un génie du christianisme. Oui. Il tiendrait à quoi ce génie du populisme ? C'est de considérer qu'on peut être moderne en durcissant les valeurs traditionnelles d'autorité, de centralité, de communauté. Donc des valeurs qu'on peut rattacher à une forme d'ancien régime culturel. Je ne parle pas de Louis XVI, là, je parle de l'ancien régime culturel assez universel. Et on en donne une version absolument moderne et absolument durcie. Et ça fonctionne. Et ça a donné bien des expériences populistes, y compris le fascisme. C'est-à-dire, quand vous écrivez le fascisme est un populisme. Alors, oui, c'est clair. En quoi est-il un populisme ? On a déjà commencé à le voir. Et en quoi a-t-il pu déborder de ses frontières natives ? C'est un populisme parce qu'une partie de ce que je viens de dire, à savoir la souveraineté populaire, la critique des élites. Alors, je n'ai pas développé la captation de la notion de nation dans un sens fermé, non pas ouvert. La nation qui devient un élément de clivage interne. Le passage du national au nationalisme. Pas par hasard, si Barrès est quasiment le fondateur, en français en tous les cas, du mot nationalisme. Ça consiste à dire, et ça c'est génial, politiquement parlant, ça consiste à dire, cette nation, mais j'insiste lourdement, même ce soir devant des gens, certainement, parce qu'ils connaissent Christian Torel et sa librairie, ont tout lu, mais j'insiste quand même dans ce cas-là, il faut un petit peu être lourd, le national est clairement identifié à une conception de gauche de la communauté, et quand, dans les années 1880-90, on s'engage sur la voie qui va donner l'affaire Dreyfus, etc., on est en train d'assister à une géniale captation du national, et ce n'était pas évident du tout, par une droite moderne, renouvelée, qui en fait un élément de clivage interne. Alors qu'avant, c'était un élément de rassemblement, ça devient un élément permettant de dire, oui, il y a les bons Français, qui, eux, ont le sens de la nation, et puis il y a les mauvais Français, puis vous avez toute la liste des mauvais Français. Mais ça, nous sommes tellement habitués à connaître ça qu'on a l'impression que ça a toujours fonctionné. Non, c'est la fin du 19e siècle, c'est-à-dire le moment où apparaît par exemple le boulangisme ou l'équivalent ailleurs. Et quant au fascisme, dans tout ça, il est évident que c'est le fascisme strict et le fascisme italien. C'est un cas chimiquement pur, là on parle d'expérience, alors continuons la métaphore évidemment dangereuse d'expérimentation, puisque vous avez affaire à un leader qui, au 1er août 1914, est le leader de la gauche radicale italienne. Et qui, vers le 15 octobre 1914, c'est quand même un peu rapide, ouvre un journal qui s'appelle Le Peuple d'Italie, Il Popolo d'Italia. Le Peuple d'Italie, qui pratique une chirurgie intéressante, il prend le mot prolétariat et il met le mot peuple à la place. C'est donc Mussolini, vous l'aurez compris. Je rappelle que le prénom de Mussolini, Benito, montre bien qu'il vient de l'ultra-gauche. Son papa, là, c'était vraiment un militant de l'ultra-gauche, parce que choisir le prénom Benito, Benito Juárez, l'homme qui avait tenu tête, le métis qui avait tenu tête à Napoléon III. Pour ça qu'il s'appelle Benito. Donc il vient de l'ultra-gauche, dans sa culture politique, romagnole, tout ce qu'on veut. Cet homme-là continuera à avoir des réflexes conditionnés, donc Mussolini, des réflexes conditionnés qui viennent de sa culture politique fondamentale de gauche radicale. Par exemple, on a complètement oublié cette dimension qui peut paraître complètement anecdotique ou comique et qui va dans le sens de ma démonstration. À plusieurs reprises, Mussolini, dans les années 30, dira que l'Italie va prendre la tête des nations prolétaires. C'est-à-dire que pour Mussolini, il y a des nations bourgeoises, l'Angleterre, bien sûr, la City, les États-Unis, la France, nations bourgeoises, et puis il y a des nations prolétaires, et l'Italie est le meilleur exemple des nations prolétaires. Donc c'est quelqu'un qui a encore des réflexes conditionnés de la gauche radicale, sauf qu'effectivement, il s'en sert dans un sens nationaliste, autoritaire, culte de la personnalité, etc. Donc c'est tout à fait passionnant. Et le fascisme, évidemment, correspond, à mon avis, à cette définition. Après, vous avez les modalités liées aux cultures politiques. Le fascisme italien n'est pas antisémite, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, quand on prononce le mot antisémite, tout le monde perd les pédales. On en parlera peut-être à la fin. Donc, brutalement, alors là, les gens se métamorphosent. Donc, je voudrais quand même rappeler, par exemple, que le fascisme intrinsèquement pur n'est pas antisémite. Le fascisme italien. La culture politique austro-hongroise d'Hitler, combinée au fait que, on va simplifier, l'Autriche-Hongrie éclate et que d'autre part l'Allemagne est humiliée, tout ce qu'on veut, fait que l'antisémitisme est consubstantiel au nazisme. Mais il n'est pas consubstantiel au fascisme dont je vous parle là. Et dont fait partie d'ailleurs le nazisme, comme version aggravée, antisémite, etc. Chez les Roumains, bien entendu. Vous avez quantité de fascisme
qui ne sont pas fondamentalement, spécifiquement antisémites. Et d'ailleurs, le signe de l'effondrement du fascisme italien, c'est quand Mussolini in extremis, le jardin des Finzi Contini, se rallie à l'antisémitisme. À tel point que je rappelle que la principale idéologue, le principal, qui est en plus une femme, idéologue fasciste au départ, c'est la maîtresse de Mussolini, qui est juive. Bon. Donc, il faut quand même rappeler ces choses-là. La définition du fascisme se passe de l'antisémitisme. Sauf qu'évidemment, à cause de la Shoah, maintenant, on est obsédé par cette dimension-là. Donc, le fascisme est un populisme, je dirais, aggravé. C'est un populisme, en effet, radicalisé. Alors voilà, parce que la question du fascisme, vieille question et sans cesse reprise, moins désormais d'ailleurs que la question du totalitarisme, se trouve rangée dans votre livre dans la section populisme. Quelle est sa part de radicalité, cependant, pour nous permettre d'aller vers la radicalité ? C'est que ce populisme qui, me semble-t-il, se cristallise à la fin du XIXe siècle dans plusieurs pays, connaissant une expérience de démocratie libérale parlementaire, etc., il faut des conditions de température et de pression politique spécifiques, va, face à des conjonctures politiques, parce que c'est là que les historiens, un petit peu bas de plafond, bien entendu, les historiens, ils n'ont pas intérêt à être trop théoriciens, etc., face aux grandes sciences sociales avec un grand S et un grand S, disent, écoutez, il faut tenir compte des conjonctures. Dans un livre ancien sur le fascisme, moi j'avais essayé de répondre à des questions que je posais moi-même, ce qui est quand même plus facile. Est-ce que le fascisme vient de la gauche ou de la droite ? Et ma réponse était, il vient de la guerre. Voilà. C'est-à-dire que, 14-18, c'est la guerre, c'est la grande guerre. Et donc, évidemment, ça accouche de beaucoup de choses, ça accouche d'ailleurs de la prise du pouvoir par les bolcheviks quand même, et ça accouche du fascisme. Donc moi, ma réponse, c'est ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez l'expérience conjoncturelle énorme qu'est la grande guerre, les sociétés, c'est-à-dire toutes les sociétés du monde, puisque regardez l'état des empires coloniaux en 14, plus les pays neutres, qui évidemment ne sont pas étrangers, l'Espagne, les Pays-Bas ou la Suède, quand même. Donc le monde entier est concerné par 14-18. La Chine est concernée par 14-18, Dieu sait. L'histoire chinoise est entièrement marquée par 14-18, il faut quand même le rappeler. 1919, c'est évidemment comme par hasard. Bon. Donc cette expérience est tellement forte, je ne dirais pas traumatisante parce que c'est une catégorie psychologisante, comme dirait les sciences sociales, elles n'aiment pas, mais c'est une expérience tellement forte que, évidemment, ça permet des cristallisations politiques, puisqu'on passe notre temps quand même à inventer des cristallisations politiques ou idéologiques. Et le fascisme est clairement lié à cette expérience de 14-18. Pour moi, c'est une variante de populisme. Et alors, allons vite, l'échec de 1945, c'est l'échec d'une expérimentation populiste qui s'appelle le fascisme. C'est-à-dire que même le maréchal Pétain, qui d'ailleurs n'est pas fasciste, est entraîné dans sa chute par, évidemment, le discrédit de son alliance, la collaboration. Et du coup, effectivement, on peut dire que le populisme n'est plus à l'ordre du jour. Seulement, vous avez peut-être constaté qu'on n'est plus en 1945, on est en 2018. Entre-temps, vous avez quelque chose qui s'appelle la chute du mur, vous avez peut-être remarqué. Bon. Et puis, vous avez bien d'autres choses. Et donc, effectivement, les chances du populisme sont de nouveau là. Parce que le populisme, c'est une ressource. Comme toutes les grandes idéologies, c'est une ressource. Vous avez un certain état des sociétés, avec, je répète, les cultures politiques qui font que Trump, il ne faut pas tout mélanger. Trump, ce n'est pas Marine Le Pen, par exemple. Mais bon, pour le reste, c'est une ressource. Et aujourd'hui, la grande ressource dans le monde entier est visiblement le populisme. Je vous donne simplement 2 exemples pour défranciser notre discussion, à supposer que vous eussiez l'envie de la franciser de nouveau. Premièrement, l'évangélisme. Je me permets de faire une petite digression, mais très rapide sur l'évangélisme, dont on parle tellement. Vous avez vu, il y a quelques heures, le candidat évangéliste a échoué au Costa Rica. Comme quoi, il se passe des petites choses intéressantes. Mais le populisme progresse énormément en Amérique latine, il progresse énormément en Afrique, il progresse énormément en Asie, à chaque fois. L'évangélisme, c'est clairement une variante religieuse du populisme. On peut faire une soirée sur en quoi l'évangélisme, c'est du populisme religieux. Ça me paraît tellement évident. Donc, premier élément de l'actualité du sujet. Deuxième élément, quel est le plus grand parti populiste, d'après ma définition, actuellement au monde ? C'est le plus grand parti du monde. Il a plus d'adhérents que le Parti communiste chinois, c'est le BJP, le parti du peuple indien, qui est au pouvoir à New Delhi. Et regardez donc l'itinéraire de son leader, qui est quand même actuellement le Premier ministre indien, c'est clairement un itinéraire populiste. Donc là, effectivement, la ressource populiste bat son plein. Et c'est pourquoi que l'élection d'Emmanuel Macron en 2017 est contre-cyclique. Étant bien entendu que notre actuel président a bénéficié d'un dégagisme.
Mais un dégagisme qui est pro-européen et centriste, ça ne s'était jamais vu encore. Hein. Ça, c'est vraiment le génie français. Et on en verra la postérité, c'est encore autre chose. Ah, bah oui, ça, bien entendu. Hein. Nous ne savons pas ce soir quel sera le destin de l'expérience Macron, parce que c'est une expérience, clairement. Pascal Horry en discussion avec Olivier Loub à la librairie Ombre Blanche à Toulouse le 3 avril 2018 autour de l'ouvrage de Pascal Horry intitulé « Peuple souverain, de la révolution populaire à la radicalité populiste » publié aux éditions Gallimard. Alors là, vous entendez bien tout le plaisir et l'intérêt qu'il y a et que vous aurez à lire ce livre, c'est-à-dire avec ces perspectives qui sont données. Et alors, autant le fascisme est évoqué, travaillé dans la partie populisme, autant il faut aller dans la partie radicalité pour rencontrer un autre lien entre le passé et le présent autour du total, du totalitaire, du totalisant, dont le canal religieux n'est pas absent, puisque, et là, si je vous lis, d'abord vous redites qu'il y a du religieux dans toutes les politiques symboliques, mais que le concept fort de totalitarisme permet de rendre compte à la fois des radicalismes anciens et du radicalisme nouveau jusqu'au renouvellement solennel opéré sous l'égide du radicalisme islamique. Alors, le mot est lâché. Quelle filiation peut-on trouver dans le radicalisme totalitaire, puisque c'est le mot que vous employez, et quel lien y a-t-il entre le totalitarisme, forme bien étudiée, bien connue, réservée la plupart du temps à l'entre-deux-guerres et à la Seconde Guerre mondiale, et le radicalisme islamique? Alors, ce qui m'intéressait, c'était la notion de radicalisme, proche de radicalité, de radicalisation, mais évidemment pas synonyme, et sur laquelle, effectivement, là aussi, tout le monde s'émeut brutalement. Je pense d'ailleurs que radicalisation, d'après les premières enquêtes lexicologiques que j'ai faites, vient de l'expérience américaine du travail sur les terroristes. C'est là que le mot radicalisation, qui flottait, hein, qui n'était pas complètement absent, se cristallise fortement. Il y a une sorte de psychologie sociale qui se dit, bon, voilà, 11 septembre, radicalisation, bon, passons, mais ça me paraît important. Donc, moi, c'est le radicalisme qui m'intéresse, plus que, par exemple, le totalitarisme, ça c'est clair. Mais comme je rencontre ce terme, je suis quand même obligé d'en tenir compte, en sachant qu'il y a une bibliothèque entière sur le totalitarisme, pour ou contre, est-il bon, est-il méchant, est-ce que c'est un terme qui est quand même une bibliothèque très orientée par l'idéologie de ceux qui écrivent les livres, bon, c'est clair, par leur propre expérience politique. Ont-ils été communistes? Le sont-ils encore? Le sont-ils plus? Bon, ça. Donc, quand même, il ne faut pas non plus nous prendre pour des idiots. On voit bien que, à la manière de traiter le terme, le mot totalitarisme a été forgé par des libéraux, au sens large du terme, plutôt italiens au départ, puis dans les années 30. Enfin, bon, il y a toute une littérature aussi sur l'émergence du concept. Moi, ce qui m'intéresse dans radicalisme, c'est que ça permet de remonter historiquement plus haut, puisque la petite expertise très délicate et très dangereuse pour celui qui s'y livre de l'historien, c'est de dire: je suis quand même obligé de tenir compte d'un certain nombre de phénomènes, au sens strict du terme, de phénomènes qui se sont situés dans le temps un peu plus haut, mais qui présentent peut-être un certain nombre de points communs avec des phénomènes plus récents. Et évidemment, ce qui arrive servi sur un plateau, c'est la radicalité ou le radicalisme islamique, qui permet de rappeler la source religieuse, me semble-t-il, de la démarche radicale. Et peut-être de la démarche totalitaire, mais laissons de côté, au moins provisoirement, peut-être pour la discussion tout à l'heure, la notion de totalitarisme. Mais la radicalité, et surtout le radicalisme, comme théorie de la radicalité, ça, je la rencontre dans ce que je peux connaître. Je ne suis pas un spécialiste de l'histoire religieuse, mais ce que je peux connaître d'expériences religieuses qui se sont présentées comme des expériences de réforme intégrale d'un message religieux, et en particulier au sein du christianisme, mais pas qu'au sein du christianisme, évidemment, il y a des sources aussi musulmanes qui se sont manifestées plus récemment, au fond, enfin sous leur forme politique. Mais vous avez une expérience religieuse chrétienne radicale, tout à fait passionnante. Plusieurs d'entre vous dans cette salle connaissent le nom de Simon Leys. Bon, Simon Leys a quand même été pseudonyme d'un sinologue belge, et hommage à Victor Ségalen. Donc Simon Leys a quand même été l'un des premiers, il y a une sorte de mythe Simon Leys, enfin grosso modo c'est vérifié, un des premiers à avoir un regard critique sur l'expérience maoïste, et dans ses différentes formes, la dernière, la plus grandiose étant la révolution culturelle.
Simon Leys a consacré une partie des dernières années de sa vie, 5-6 ans, à travailler sur un petit épisode de Rien du tout qui s'appelle le Batavia, qui a fait l'objet d'une très belle bande dessinée, d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que le Batavia ? Alors, minute du conte, comme on disait dans les bibliothèques pour la jeunesse, il y a encore quelques années. Donc, le Batavia, c'est un bateau néerlandais, comme son nom l'indique, qui va vers les Indes orientales et qui fait naufrage. Nous sommes au XVIIe siècle, qui fait naufrage sur une sorte d'île qui se trouve au nord de ce qu'on ne sait pas encore être l'Australie. Donc, au milieu de nulle part, c'est absolument atroce, les conditions les pires. Et ce qui a frappé l'opinion publique à l'époque aux Pays-Bas, quand l'histoire est revenue vers les Pays-Bas, c'est que quelqu'un avait pris le pouvoir parmi les naufragés du Batavia et avait établi de façon charismatique un pouvoir totalitaire sur le petit groupe en s'intronisant, ce personnage ayant des sympathies anabaptistes, en devenant le dictateur de ce petit groupe. Tout ça devenait absolument... C'était l'enfer sur Terre, pour être très clair. C'est pour ça que Simon Leys s'est quand même consacré pendant quelques années à étudier un naufrage de bateau, parce qu'il disait, c'est curieux quand même ce qui se passe sur ce bateau. Moi qui ai travaillé sur le totalitarisme chinois, donc voilà, c'est un exemple parmi 1000 autres. Si on continue dans la bande dessinée, je vous signale la sortie récente de quelque chose d'absolument superbe qui s'appelle Les Anabaptistes, de David van der Meulen, avec un très grand dessinateur aussi. Et ça revient sur les 3 grandes expériences anabaptistes du XVIe siècle qui ont fasciné Engels, puisque le mythe anabaptiste a été relancé par les marxistes. Engels, qu'on minore toujours à côté de Marx, voyant dans ses expériences radicales protestantes déjà le communisme pur et dur. En quoi il exagère un peu, mais peu importe. Et c'est vrai qu'on ne peut pas faire comme si les grandes utopies religieuses n'avaient pas des points communs avec les expériences radicales, de quelque nature qu'elles soient. C'est-à-dire que vous avez une cristallisation autoritaire qui même passe au stade totalitaire, l'idée qu'on va pouvoir construire un homme nouveau. Alors, homme nouveau, c'est un terme de la Bible, redynamisé par l'Évangile, et utilisé couramment par Mussolini, par exemple. Et vous avez plusieurs historiens, Marianne Matar-Bonucci, etc., qui ont travaillé sur l'homme nouveau fasciste. Donc, cette idée qu'on va vraiment subvertir la société et renouveler l'homme. Tout ça, ça figure dans toutes les expériences dites hérétiques. L'hérésie, c'est l'Église qui a échoué. Moi, je n'ai pas de jugement de valeur des hérétiques. C'est le point de vue de l'Église institutionnalisée. Mais en revanche, la dimension utopique de ces hérésies est absolument passionnante. Et bien entendu, Simon Leys aurait pu étendre sa curiosité aux anabaptistes de Münster au XVIe siècle. Il y a quelque chose de très impressionnant dans cette logique radicale qui se reproduit à chaque génération dans des conditions, évidemment, de température et de pression politique différentes. Et ça me paraissait tout à fait intéressant, de reprendre ce cheminement et de voir que, là aussi, c'est une ressource, mais là, du coup, qui permettait de comprendre, parce que le lien avec la première partie du livre, de comprendre le passage d'un extrême à l'autre. Comme dirait le bon sens populaire, les extrêmes qui se touchent. C'est qu'il y a une logique là-dedans. D'où le fait qu'on ne peut pas faire du populisme, que je situe pour moi toujours à l'extrême droite, dans la droite radicale, sans qu'il y ait quelque chose qui vienne de l'autre camp, parce qu'ils partagent une partie des structures mythologiques. Ils ont ça en commun. Et la meilleure expérience, c'est de passer votre vie sur les réseaux sociaux. Donc je vous parle d'aujourd'hui, je ne vous parle pas des anabaptistes du XVIe siècle, je vous parle des réseaux sociaux de ce soir. Et donc si les structures de la radicalité sont mythologiques et à naissance en partie religieuse, repérable dans le religieux. Pourtant, vous dites, tout se termine en Sorbonne. L'ancien professeur de Sorbonne, là, que signifie cette remarque ? C'était un autre moment de la démonstration, ça oui. C'est presque secondaire. Oui, c'est pour aérer, parce que ça consiste... C'est écrit quand même, tout se termine en Sorbonne. Oui, mais c'est pas au cœur de la démonstration, c'est pour rappeler qu'effectivement, il y a une manière scientifique de reprendre tout ça, avec le recul donné par les catastrophes. Pour simplifier, parce que les catastrophes sont des moments de recueillement. Le recueillement avec un grand R après la guerre de 70, après le siège de Paris, après la Commune, avec un grand R. Mais vous imaginez bien que l'Allemagne de 1945, c'est une société qui est en recueillement pour une génération. Donc là, c'est évident, à ce moment-là, oui. C'était justement pour arriver aux catastrophes que arrivons je passais par la Sorbonne. C'est le dernier volet. Après, on vous laissera la
bien sûr la parole et les questions. La catastrophe, ce serait l'accès au pouvoir de la radicalité populiste. Des radicalités. Des radicalités populistes. Oui, vous n'avez sans doute pas lu ce livre, qui est un petit livre assez fort de l'actuelle directrice de France Culture, qui s'appelle Sandrine Trainer. Ça s'appelle « L'idée d'une tombe sans nom ». Et ça raconte l'histoire d'une certaine Mania Schwarzman, qui est une jeune ouvrière juive de Bessarabie, qui, évidemment, à 20 ans, choisit le Parti communiste. Parce que quand on est une jeune ouvrière juive de Bessarabie en 1926, et qui va franchir la frontière, c'est quand même un peu compliqué, mais pas trop difficile, de franchir la frontière pour se retrouver au paradis, donc en Union soviétique. Ce que raconte Sandrine Trainer, à partir de gens de la famille de Mania Schwarzman, rencontré en France, c'est qu'à une date incertaine qui doit se situer, je me cite moi-même, vers 1937, au cœur de la grande terreur stalinienne, Mania réussit à envoyer un petit message à ses sœurs. « Ne venez pas, nous nous sommes trompés. » Elle a réussi à faire passer ça. « Ne venez pas, nous nous sommes trompés. » Et puis le néant l'a absorbée, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'elle est devenue, ni son mari, ni ses enfants. Donc ils ont disparu dans la grande nuit stalinienne. D'où un chapitre qui s'appelle quand même « Ne venez pas, nous nous sommes trompés ». Donc voilà la catastrophe, une catastrophe à échelle humaine, si on peut le dire comme ça, et qui est donc l'accès au pouvoir des radicalités. Le paradis est catastrophique. Alors là, c'est pour envoyer à Renan et à sa vérité qui est triste, qui est l'exergue. Juste là, la phrase posée un exergue. Mais je passe sur le fait que le postmoderne soit une catastrophe, parce que c'est dit tel quel, peut-être avec lui le postcolonial, je ne sais pas. Mais c'était pas une question, on verra si on y revient. C'est assez secondaire. Oui. Mais on arrive à 2 scénarios, en revanche. Ça, c'est très intéressant, parce qu'au fond, est-ce qu'on est au moment où la catastrophe est proche ? C'est quand même une question de notre temps. Et vous évoquez 2 scénarios, finalement. Scénario négatif, le clivage s'aggrave et la violence conduit à l'accès au pouvoir des radicalités populistes, quel que soit le nom qu'elles prennent en fonction des conditions de pression, de température et des cultures politiques locales. Ou bien, positivement, la solidarité peut l'emporter. Mais même là, il y a du désenchantement quand même, puisque cette solidarité l'emporterait par la victoire non pas de l'humanisme, mais de l'individualisme. Alors, nous serons sauvés par la solidarité des individualismes. D'ailleurs, nous sommes sauvés. Ça dépend dans quel camp vous vous situez, parce que je sache s'il y a monté des populismes ou remonté des populismes, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est la bonne solution. Donc pourquoi dirait-on nous alors, parce que nous ne serions pas populistes. Il y a quand même quelque chose de négatif et de positif dans les 2 scénarios. Ouais. Malgré tout, je vais juste reprendre les propos. Oui, bien sûr, j'ai compris. Je jouais un peu, mais oui, c'est-à-dire que soyons aussi dans la fable, parce que le conte, là, pour le coup, historienne, en 1940, qui peut croire à l'avenir d'une solution de démocratie libérale ? Franchement, 1er août 40. Non, mais vous imaginez ? Vous avez Staline, vous avez Hitler, Mussolini. Bon. Donc, effectivement, l'histoire est pleine de surprises. Alors, si on est absolument catastrophiste, on dira que c'est entièrement dû au radar et pas au fait que Hitler était méchant. Mais bon, voilà, on peut imaginer d'autres solutions. Mais enfin, il y a quand même des moments où... Il y a aussi donc des moments où les solutions, alors qui sont, on va les qualifier de modérées. Je fais un dégagement sur les modérés. Sur les sociodémocrates aussi. Je me permets un petit dégagement sur les sociodémocrates suédois dont tout le monde se fout. Erlander, etc. Il y a comme une expérience suédoise qui n'est pas sans intérêt. Je rends hommage à Shapur Bakhtiar, dont tout le monde se tamponne, sauf peut-être quand même certains Iraniens. Shapur Bakhtiar, c'est pas rien. C'est quelqu'un qui était même dans les brigades internationales en 1936. Et évidemment, quand le Shah fait appel à Shapur Bakhtiar, au début de l'année 79, c'est évidemment trop tard. C'est comme quand Louis-Philippe fait appel Odilon Barrot en 1848, c'est évidemment trop tard, donc le régime s'effondre. Mais vous avez ces gens-là qui essayent de trouver un équilibre entre démocrates libéraux et sociodémocrates, généralement balayés par l'histoire. Mon livre commence quand même par quelques pages sur Kérinski. Kérinski, moi dans ma jeunesse, alors, franchement, par mes maîtres, je ne parle pas de militants, Kérinski, c'était vraiment... Au mieux, c'était un nul, au pire, c'était un bonapartiste. Regardez comment ils... Enfin, bref. Donc, il y a ça, et effectivement, ça existe. Généralement, ça se termine quand même assez mal. Kérinski, Shapur Bakhtiar, les autres... Les modérés, les sociodémocrates, les démocrates libéraux, j'avais été très frappé quand j'avais travaillé jadis sur les collaborationnistes français. Le ministre de l'Éducation nationale le plus pro-allemand qui ait jamais existé, qui s'appelait Abel Bonnard, s'était fait connaître avant-guerre par un livre où il démolissait les modérés. Donc,
Comme quoi, évidemment, il n'y a pas que la gauche radicale qui démolit les modérés. Il y a aussi les futurs nazis qui démolissent les modérés. Voilà, c'est l'horreur. Il vaut mieux être SS que modéré. Hein. On est bien d'accord. Bon. Donc, avec Abel Bonnard, mais d'autres peut-être. Enfin bref. Vous savez, quand il y a eu le chagrin à la pitié, moi, ce qui m'avait frappé, c'est que, quand même, Christian de la Mazière, ancien Waffen-SS, était sorti quand même un peu, pas magnifié, mais en tous les cas, oui. Grandi. En tous les cas, c'est un personnage assez fascinant. Et vous aviez 2 frères paysans auvergnats socialistes qui étaient absolument extraordinaires, qui, à mon avis, crevaient l'écran. On leur a rendu hommage, un frère grave, je crois. Mais bon, à côté de Christian de la Mazière, enfin donc, passons. Il y a 2 solutions, il n'y en a sans doute pas 3. Et à l'heure actuelle, clairement, la solution populiste a le vent en poupe, oui. Est-ce que c'est pour ça que la dernière phrase du livre, on enseigne l'histoire, mais l'histoire, elle, n'enseigne rien? Alors, comme diraient mes enfants, vous avez spoilé ma fin. Oui. Ce sera la nôtre. Alors, je suis désolé, ça va désespérer les collègues ici présents. Ils vont dire, mais pourquoi est-ce que je me décarcasse comme Ducrot, quoi? Alors, franchement, mais j'en suis absolument persuadé. Et avant d'avoir écrit ce livre, on enseigne l'histoire. Mais en quoi pensez-vous que tout ce que je suis en train de dire puisse faire changer la société indienne, par exemple? Puisse faire changer le fait que les Birmans... Alors, il se trouve que j'ai eu l'occasion d'aller un peu en Birmanie il y a quelque temps. Et j'étais pas vraiment surpris de ce qui se passait, parce que je tombais dans une société, mais dont le bouddhisme était verrouillé. Prenez un peu de temps pour comprendre ce que c'est que l'histoire de la Birmanie, ces populations qui descendent des montagnes vers le... Enfin bon. Donc, effectivement, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, le bouddhisme, voyons. Bon, non, évidemment non. Bon, voilà. Donc, à partir du moment où ces indicateurs sont plutôt au noir, mais d'un point de vue démocrate, libéral ou social-démocrate, c'est-à-dire peut-être d'un point de vue très minoritaire, pas dans cette salle, n'est-ce pas, qui est remplie de démocrates, bien entendu, mais au-delà de ces murs, il y a peut-être moins de démocrates. Et puis, au-delà des murs de la France, il y a peut-être moins de démocrates. Vladimir Poutine a été réélu triomphalement, même si on a un peu bourré les urnes, non, ça ne suffit pas à expliquer. Donc, voilà. Effectivement, l'hypothèse catastrophiste n'est pas complètement exclue. J'y ajoute un dernier point, mais je ne voudrais pas qu'on pense que mon livre, c'est le café du commerce. Simplement, je ne peux pas ne pas le dire. L'un des grands enjeux du XXIe siècle n'est pas, à mon avis, le terrorisme, etc., l'islamisme, mais même le populisme, c'est l'enjeu écologique. Imaginez que nos sociétés soient confrontées à une violente crise écologique, dont on peine à imaginer d'ailleurs la violence. Hein. Pensez-vous que la démocratie libérale ou la social-démocratie puisse résister à ça? Marcel Gauchet parle de fascisme vérace. Oui, mais c'est même pas ça. Non, je ne partagerai pas cette notion-là, qui n'est d'ailleurs pas propre à Marcel Gauchet. Non. Je suis sur un plan politique, pas idéologique, là. Une grave crise écologique, qui évidemment serait mondiale. Ça serait peut-être sa principale qualité, c'est que alors là, les identités nationales devant ça, les nuages de Tchernobyl ne s'arrêtent pas aux frontières. Eh bien, pensez-vous que ça va se traduire par le triomphe des zadistes de Notre-Dame-des-Landes? Moi, j'en suis pas du tout persuadé. Alors là, franchement pas. Non, c'est une des conditions nécessaires à l'instauration d'une dictature, bien entendu. Et féroce, bien entendu, puisque il s'agira de survie. Enfin là, j'extrapole. Hein. Simplement pour vous dire que je n'abuse pas des termes en parlant de catastrophe. Donc je rappelle qu'en grec, c'est le dénouement. Tout récemment, vous avez été au cœur de l'actualité, quand même, justement à propos de ce qu'il faut garder en mémoire et pour pouvoir en faire l'histoire. Et qui était ce haut comité à la commémoration et non pas aux célébrations, et autour de ce qu'était le personnage et la figure de Charles Maurras. Depuis, vous avez démissionné, collectivement d'ailleurs. Oui, il faudrait en parler longuement parce que sinon on caricature les positions des uns et des autres. Disons que le travail des historiens, j'en suis quelques-uns dans cette salle et quelques-unes aussi, c'est de travailler sur la commémoration et pas sur la célébration, du moins au premier degré. On peut faire l'analyse des célébrations. En revanche, la commémoration, on a à en prendre la charge. Se mémoriser à plusieurs, collectivement, ça suppose qu'un haut comité qui est investi des commémorations ne pratique pas une censure qui consisterait à dire « Charles Maurras, c'est un méchant, donc on ne va pas le mettre dans les commémorations ». Il y avait eu une crise en 2011 d'où était sorti un haut comité des commémorations, alors qu'avant il s'appelait
qu'au comité des célébrations. C'est que nous pensions, c'est pour ça qu'on a tous démissionné, les deux qui sont restés sont de rester à notre demande comme représentants des académies. Catherine Bréchignac, secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences, et Danielle Salnave, notre présidente, représentant l'Académie française. Donc la négociation se poursuivra sans nous, on n'y reviendra pas, ni Jean-Noël Jeannet, ni moi, ni les autres, je pense. Donc notre travail, c'était de contribuer à la commémoration. D'autant plus qu'il y a une sorte de paradoxe. Une partie de l'opinion publique, d'ailleurs, je ne sais pas ce que c'est, enfin bon, une partie des médias, une partie des collègues disent ouvrons les placards, balayons devant notre porte, affrontons les pages noires de notre histoire. Là, il y avait une occasion d'affronter les pages noires, raté. Je signale que l'année prochaine, si le Haut Comité n'avait pas démissionné, il aurait été confronté à Colbert, par exemple. Alors maintenant, Colbert est rabattu sur le Code noir. Catherine Bréchignac a dit d'ailleurs, mais Colbert, il a créé l'Académie des sciences. Donc, est-ce qu'il va falloir s'interdire de parler de Colbert? Bon. En 2022 ou 2023, les spécialistes me corrigeront, ça aurait été le centenaire de la mort de Barès. Alors, imaginez. Bon. Donc, on ne peut plus travailler dans ces conditions-là, on s'en va, on rend nos tabliers, d'autant plus qu'on était bénévoles, je le signale au passage. Bénévole. Parce qu'au comité des commémorations nationales, on pense qu'on est grassement payé et que deuxièmement, on a un uniforme dessiné par David. Non, voilà, on était des bénévoles, on prenait ça sur notre temps de travail, etc. Donc, ça suffit comme ça. Effectivement, il y a une façon de considérer le rapport à l'histoire qui est, à mon avis, insuffisamment tragique. Mais ça, j'imagine bien que le mot tragique n'est pas un mot d'historien. C'est un mot de théologien. Bon, j'assume. Ou un mot d'auteur dramatique. Bonsoir. Vous avez parlé de ressources, de populariser une ressource, et la radicalité est un petit peu son grain, si on veut. Alors, moi, ce qui m'a interrogé dans ces observations-là, c'est la qualité du mythe, c'est la mythologie, où finalement les populistes vont se nourrir à nos racines, c'est-à-dire à nos mythologies, dans un monde qui est complètement antagoniste, c'est-à-dire extrêmement moderne, dans une modernité totale, et que de l'autre côté, on a des gens qui plongent dans la mythologie. Alors, vous avez parlé aussi de quelque chose d'intéressant par rapport au livre, c'était le texte. En fait, comme ces textes mythologiques sont fermés, on va dire, je parle par exemple de la Bible, qui est complètement fermée, avec une pratique particulière. C'est-à-dire que la pratique de la Bible se passe dans la réalité d'une manière symbolique. C'est-à-dire on prend des herbes amères, on fait des gestes, tout ça, et qui n'ont rien à voir avec le texte lui-même, qui lui, par contre, a un contenu hautement humaniste. Alors, je me demande si, dans ces mouvements incroyables, il n'y a pas comme les gens qui cherchent dans le mystère, dans le mythe, la véritable ressource. Celle-là, c'est l'antique, celle qui, finalement, perdue dans les songes, ne peut plus être contestée ni radicalisée. C'est la radicalité ultime. Je vous remercie, monsieur, de me permettre de préciser un ou deux points, et puis d'autres que je ne vais pas avoir le temps de préciser concernant, par exemple, le rapport au symbolique. Parce que comme l'a rappelé Olivier, mais je n'ai pas rebondi là-dessus tout de suite, j'aurais dû... effectivement, pour moi, le religieux, c'est la symbolisation du social. Et religio, c'est une version un petit peu bisounours de dire que religio, c'est ce qui relie. Religio, c'est le rituel. Et les communautés ont toutes besoin de rituels. D'ailleurs, ça rejoint la question de la communauté, vaste problème. Donc, ça, c'est le religieux, c'est du rituel. Et d'ailleurs, alors là, je ne le dis pas dans le livre, j'ose pas le dire, parce que c'est tellement café du commerce. Enfin, moi, je sens comme un retour à des formes que je qualifierais presque de polythéistes par rapport à une grande expérience monothéiste. Et effectivement, le religieux redevient plus que jamais du rituel. Je rappelle que le problème pour les chrétiens, c'est qu'ils n'acceptaient pas de faire le rituel. On leur demandait simplement de verser un petit peu d'encens sur l'autel en l'honneur de l'empereur, et après, on les embêtait plus. Ils ont dit, non, il y a Dieu et Dieu. Puis après, vous avez un certain Mahomet qui va encore plus loin en disant,
Bref, donc il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, et sur le rapport du religieux au rituel, mais du coup, du monothéisme à la radicalité. Là vous revenez sur une question intéressante, c'est la fameuse opposition inspirée, mais aussi déformée d'Aristote, logos mutos, c'est-à-dire que vous êtes quelque part du côté du discours, et c'est le travail en particulier des savants, de la science, mais aussi des idéologues, et puis vous avez le mythos qui est quand même du domaine du récit. Et moi j'insiste beaucoup sur le fait qu'il y a toujours une narration dans le mythe, et la mythologie c'est un système de mythes, et évidemment là ça rejoint l'efficacité du mythe, parce que au-delà du texte ça peut être oral au sens strict du terme, même c'est d'abord oral par définition, historiquement parlant, c'est-à-dire que une communauté se raconte son histoire, et des histoires. Et bon, voilà. Et je suis bien d'accord, ça plaira pas peut-être à tout le monde, y compris dans cette salle, mais la Bible, c'est un grand mythe. Mais pour moi, c'est neutre. C'est neutre. Ah, fiction, bon, c'est un grand mythe. Et c'est le mythe du peuple hébreu. Voilà. Alors après arrive effectivement l'hypothèse universaliste portée par, sans doute d'ailleurs par saint Paul, mais ça, c'est une autre affaire. Donc, le mythologique est une ressource, mais moi, j'ai signalé tout à l'heure que quand je parlais de ressources, c'est à propos de l'idéologique, hein. Olivier l'avait bien remarqué, c'est-à-dire que la ressource politique, c'est l'idéologie populiste, comme il y a d'autres ressources politiques, évidemment. Et actuellement, elle a le vent en poupe. Le mythologique, c'est sans doute une ressource, mais je pense que c'est surtout une veine dans laquelle on creuse pour alimenter, effectivement, en particulier des choix idéologiques. Et du coup, vous avez un certain nombre de récits qui permettent, par exemple, pour ce qui est du populisme strict, dont je maintiens qu'il se situe à droite, et pas à gauche, vous avez effectivement tous les mythes nationaux. Hein. Bon. Alors, tout à l'heure, en parlant de l'enjeu écologique, je signalais qu'évidemment, les nuages de Tchernobyl ne s'arrêtent pas aux frontières. Okay, et vous avez laissé entendre, effectivement, qu'on pouvait, sur ce plan-là, relativiser le national. Là où je nuancerais simplement, c'est que, comme le nationalisme, qui fait partie du populisme, hein, alors, vous savez, ça fait quand même réfléchir, même un historien, faut-il dire sceptique, en tous les cas, prudent et relativiste, que de voir qu'à l'heure actuelle, dans la coalition gouvernementale qui est au pouvoir à Helsinki, vous avez un parti qui traduit du finnois, pardonnez-moi, ma connaissance du finnois est un peu limitée, signifie parti des Finnois de souche. Le parti des Finnois de souche n'est pas dans l'opposition, il est au gouvernement à Helsinki ce soir. Donc il se passe quand même des choses. Regardez ce qui se passe en Tchéquie, quand on pense à l'image qu'avait Václav Havel, etc. Bon, on dirait méchamment, c'est moins étonnant de la part des Slovaques, mais bon, enfin de la part des Tchèques, passons. Donc le national, c'est une ressource toujours. Et moi, ce qui m'avait frappé, c'est que j'avais un peu troublé mes étudiants à Sciences Po dans les années début 90, quand on parlait de l'éclatement de la Yougoslavie. Intéressant. Ça rend prudent quand même aussi après ça. J'avais été élevé, mes cours au lycée, vous aviez la Yougoslavie, ce pays fédéral, avec même l'autogestion peut-être, etc. Et puis vous aviez un pays qui s'appelait la Tchécoslovaquie. Personne ne se disait, c'est un drôle de nom quand même, Tchécoslovaquie. Non, tout baignait. Bon, regardez aujourd'hui. Alors, moi, ce que je disais à mes étudiants, quand ça commençait vraiment à devenir très chaud, c'est que, bon, il y avait déjà Michael Jackson qui émergeait à l'horizon. Je leur disais, mais quand même, c'est très frappant. Vous avez des jeunes Croates et des jeunes Serbes qui écoutent le même Michael Jackson et qui s'égorgent quand même entre eux. Donc, une fois qu'on a dit qu'il y a de la mondialisation quelque part, pourquoi vous ne penseriez pas que dans une situation de crise extrême, le refuge national ne soit pas la dernière ressource? C'est pour ça que je serais prudent. Hein. C'est pas parce que, par exemple, le danger écologique serait mondial qu'on deviendrait mondialiste. D'ailleurs, pour terminer sur le national, chacun sait, depuis Benedict Anderson, etc., que la nation, c'est une construction. Ah, d'accord. Ah bah oui, bien sûr. Mais tout est une construction. Les sociétés fonctionnent sur des constructions. Une fois que les spécialistes de sciences sociales ont démonté le mécano, bon, pendant ce temps-là, la société, elle remonte son mécano, évidemment, parce qu'elle a besoin de construction. Et si le national, c'est une construction, sous-entendu, c'est inauthentique. Ah, construction, c'est inauthentique. Ah, bon, pourquoi est-ce que la construction serait inauthentique? Mais je vous signale qu'il y a plus construit encore que ça, c'est l'international. Alors, s'il y a vraiment une construction, c'est l'international. Donc, construction pour construction. Bon. Donc, la mondialisation, puisqu'on parle moins d'international aujourd'hui, on parle de mondialisation, ça me paraît une construction. Et c'est pas parce qu'on écoute Michael Jackson qu'on va pas aller égorger le voisin croate. C'est ce que je pense. Vous avez évoqué le fait que certains communards qui baignaient dans la radicalité se sont retrouvés auprès des boulangistes, des boulangers. Vous avez aussi évoqué Mussolini. Mais est-ce que dans vos recherches, vous avez trouvé l'inverse, les trajectoires inverses?
c'est-à-dire les trajectoires de populistes vers une radicalité de gauche? Et si oui, voilà, comment vous analysez ça? Et sinon, comment aussi vous analysez ça? Alors, je n'ai pas fait de statistiques. D'ailleurs, je souhaite bien du plaisir aux collègues qui se lancent dans des statistiques là-dessus. Mais il y a des cas, il y a des figures intéressantes. Et par exemple, on est tellement franco-centré qu'on a tendance à tout raisonner par rapport à l'expérience française. Mais prenez le cas de l'Italie, qui est quand même pas un pays si lointain. Ça a intéressé certains collègues historiens italiens. Vous avez des cas de fascistes qui sont devenus communistes. Bontampelli, des choses comme ça. Bontampelli était, sauf erreur, un sénateur fasciste qui a terminé communiste. Ce genre d'évolution est possible. J'ai l'impression qu'elle est moins fréquente parce que, historiquement parlant, il y a un moment où les sens de l'histoire ont fonctionné de telle sorte que c'était possible dans un sens, beaucoup moins possible dans un autre. Mais ça existe, et en tous les cas, ça va dans le sens de ma thèse, bien entendu, à savoir que les radicalismes peuvent s'entendre de telle sorte qu'on passe de l'un à l'autre. Alors, ça rejoint une petite considération que je fais perversement en note en bas de page. Vous savez, Dieu est dans les détails, le diable encore plus. Moi, j'ai constaté qu'il y a un certain nombre d'intellectuels, par exemple français, dont la radicalité incontestablement de gauche s'origine peut-être dans le fait qu'ils ont eu une expérience de l'autre radicalité. Ils l'ont abandonnée, parce qu'évidemment, le droit plus strict de chacun d'entre nous. Hein. Ils ont aussi intériorisé l'idée que c'était une faute morale. Parce qu'on était au XXe siècle, parce que je vous parle évidemment d'expériences qui tiraient vers une extrême droite qui, après 45, a tous les torts. Il faudrait s'interroger sur un certain nombre... Bon, moi, ce qui me frappait, Enfin, vous verrez les quelques exemples que je donne. Il y a l'ambiguïté de Jean-Paul Sartre, quand même, très clairement, dans les années 30, puisque moi, je suis un biographe de Nizan. Je me permets de parler de Jean-Paul Sartre vu par Nizan. Et bon. Donc, bon, il y a le cas de Chris Marker, qui est très intéressant. Chris Marker est un très grand... tout ce qu'on veut. Mais Chris Marker, il commence à l'extrême droite, bien entendu. Bah oui, Bush-Villeneuve. Bon, c'est intéressant de le savoir. Il est pétainiste en 42, 41, 42, Chris Marker. Bon, Claude Roy, c'est presque anecdotique. Mais enfin bon. Donc oui, il y a des cas intéressants, mais me semble-t-il assez peu nombreux dans ce sens-là. Donc par ailleurs, vous avez des fascistes et ou populistes qui vont se reconvertir dans le nihilisme. C'est Cioran. Cioran est un très grand écrivain, à mon avis, un classicisme incroyable, etc. Cioran, c'est un idéologue de l'ultra-droite roumaine. Hein. Parlons pas de Mircea Eliade, c'est encore plus complexe, mais bon. Je voulais vous demander, quand vous parliez des deux scénarios à la fin, vous avez parlé dans le deuxième scénario d'une solidarité l'emportant par la victoire des individualistes. Oui, alors je sais pas. Alors les deux thèmes, solidarité et individualiste, ça me semble assez antinomique. Ouais. Si vous pouviez un petit peu développer. Alors c'était un clin d'œil au livre précédent, donc vous voyez, vous pouvez en acheter deux. C'est-à-dire que ce qui m'avait frappé dans les manifestations de janvier 2015, puisqu'il n'y a pas eu de manifestation directe après le Bataclan, parce qu'entre-temps les manifestations de rue étaient quasiment interdites, etc. Ça avait été qu'on pouvait déplacer, alors peu importe les chiffres, hein, y avait-il 4 millions de personnes, enfin bref, des millions de personnes dans la rue, avec des slogans et des démarches très individualistes. C'est-à-dire que c'était une manifestation de masse d'individualistes qui disaient « je ». C'est-à-dire que le 22 mai 68, vous avez 4000 personnes à peu près qui défilent en disant « nous sommes tous des juifs allemands ». Via, j'allais dire, Ich bin ein Berliner, qui est d'ailleurs eu avant, en 63. Mais bon, vous vous retrouvez avec je suis Charlie, je suis juif, je suis musulman, je suis flic, c'est encore plus extraordinaire dans les traditions politiques françaises, je suis flic, enfin bon. Et il y a eu un peu de ça encore récemment. Donc c'est vrai que moi, ce qui me frappait, c'est qu'une société qui est quand même, hypothétiquement, je ne suis pas très original en disant, plus individualiste qu'elle ne l'a jamais été, pour des raisons diverses et variées, ça, il faudrait en parler longuement. On peut produire du massif ou on peut produire des formes de collectivité paradoxale, évidemment, d'individualistes. Et précisément, d'ailleurs, dans la lutte contre des formes, qu'on va dire, totalitaires. On peut quand même bien imaginer qu'il y ait une fédération des individualistes au moins d'accord là-dessus. Je fais du Jean-Jacques Rousseau, c'est-à-dire que je vous brosse un schéma très théorique. Alors après, dans la réalité, mais... Moi, ça m'avait beaucoup frappé. Si on fait la micro-histoire, il y a déjà plusieurs sociologues qui ont fait la micro-histoire des manifestations de janvier 2015, c'est quand même très frappant. Et y compris le rôle des médias là-dedans. Et vous savez que ces fameuses marches du samedi et du dimanche, enfin marches ou piétinement sur place, ont commencé le mercredi soir. Hein. Le mercredi soir, à Paris d'abord, mais dans plusieurs autres villes, il y avait déjà une manifestation. Et moi, il se trouve que par hasard, je m'y trouvais.
Évidemment, je prenais des notes, quoi. C'était fascinant pour un historien, c'était fascinant pour un anthropologue, c'était fascinant pour un sociologue, certainement. Mais là, c'était l'historien. Et là je voyais à quel point c'était des individus, mais regroupés, en déjà très grand nombre, sur des signaux qui étaient envoyés depuis 14 heures, quoi, dans l'après-midi. Je me trouvais devant une infinité d'individus qui avaient certains crayons, on commençait déjà à avoir des pancartes qui applaudissaient à un certain moment, puis qui arrêtaient d'applaudir. C'était très impressionnant. C'était les actes inverses d'une manifestation standard de la guerre froide avec le service d'ordre de la CGT. Vous prenez une manifestation standard de la guerre froide, vous l'inversez et vous obtenez ça, quoi. Mais là, je parlais effectivement, je m'aventurais dans un futur, ce qui est ridicule pour un historien. Oui, et le soir même, le mercredi à Toulouse, le seul nous, moi, que j'avais noté, j'avais été un peu frappé comme toi, mais il y avait des nous autour de No Passaran. Voilà, j'allais dire... Là, il y avait du rejeu on en avait parlé mémoriel. Évidemment, le No Passaran des manifestations toulousaines de 2015, c'est passionnant pour les historiens. Je voudrais revenir sur une... Pardonnez-moi, No Passaran, je vais me rendre antipathique à plusieurs personnes ici dans cette salle, mais je voudrais signaler qu'en termes de radicalité, moi, ce qui m'avait beaucoup frappé au moment où on a vu émerger la figure du djihadiste, c'est effectivement que c'était la forme islamiste des brigades internationales. Ah ben oui, je suis désolé de le dire. Vous avez là des jeunes qui savent qu'il y a quelque part un lieu qu'il faut défendre, au péril de leur vie. Ce que je veux dire simplement par là, je ne mélange pas tout, c'est qu'il y a quand même des structures qui refonctionnent, et ça fait partie des traditions radicales. Ça, c'est clair. Fin de la parenthèse, pas politiquement correcte. Lors de la première question d'Olivier Loub, sur les deux piliers de votre livre, populisme et radicalité, Olivier Loub a dit on est pour le populisme dans l'ordre de la croyance. Et vous avez dit mezzo voix et des représentations. Si vous avez pensé représentation sur le populisme, c'est qu'il s'agit là d'un ensemble de représentations mais collectives. On est dans l'ordre culturel. Si on est dans l'ordre culturel, on est vraisemblablement dans l'ordre d'une nation. Et donc, à un moment donné, vous avez dit aussi, mais ce populiste a été substantivé et il est devenu le terme populisme. Et si on rajoutait maintenant devant le populisme quelque chose, parce que vous l'avez démontré avec l'idée de nation, le national-populisme. Est-ce qu'il y aurait des protestations ? Il y a beaucoup de questions dans votre question, d'ailleurs. C'est passionnant, mais du coup, je vais en perdre plusieurs en vue et en route. J'avais corrigé Olivier, qui est un excellent lecteur, qui me disait même qu'il avait relu le livre pour l'occasion, ce qui est vraiment méritoire, là. Franchement, ça mérite une médaille. Parce que je corrigeais croyance, dans la mesure où moi, croyance, c'est un vocabulaire d'abord que j'utilise assez peu, et pour diverses raisons, et que je rabattrais sur mythologie. Là, je parlais d'idéologie, c'est-à-dire système de représentation. Alors, représentation, la représentation, c'est une représentation au second degré, quelque part. Représentation. Vous allez acheter un troisième livre qui s'appelle l'histoire culturelle, où j'en reviens sur la définition de représentation et sur la distinction, parce que ça vient de là, la distinction idéologie-mythologie. Donc, c'est des systèmes de représentation et au sens strict politique. Voilà. Et c'est pour ça que je commence par le plus simple. Et quand on s'aventure sur le terrain des mythologies, là, on est dans une représentation qui n'est plus explicite mais qui est implicite et qui est du domaine, en effet, de ce qu'on peut extraire d'un récit qui est nourri de valeurs, bien sûr, dont on peut tirer une idéologie si on veut, mais qui est fondamentalement d'abord du domaine de la narration collective. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je ne pense pas que le fait que ce soit culturel, puisque mythologie et idéologie, pour moi, c'est culturel, mais ce sont deux variantes. Vous avez l'idéologique, pour simplifier, ce qui est explicitement structuré, l'idéologique, et ce qui est implicitement structuré, le mythologique. Je simplifie, mais c'est à peu près ça. Mais le culturel, moi, je ne le rabats pas sur le national. Le national, c'est une des modalités, d'ailleurs datée du culturel, mais c'est pas... non, je ne fais pas le lien automatique. Mais je maintiens le fait que je parlerai plutôt de système de représentation pour l'idéologie, étant bien entendu qu'il n'est pas nécessaire pour être marxiste d'avoir lu Marx, on est bien entendu d'accord. Donc voilà, ça c'est un point de vue de Claire, C-L-E-R-C-E-S, que de penser que évidemment l'idéologique ce n'est porté que par quelques savants qui ont tout lu, qui ont lu le Capital intégralement. Bien entendu, on ne devient pas communiste parce qu'on a lu le Capital. On est communiste et éventuellement on essaye de lire le Capital, qui est d'ailleurs un texte inachevé, etc. Donc
ça reste quand même de l'idéologie. Et le mythologique est forcément plus flou et permet d'ailleurs des croisements. Et effectivement, ces fameuses conversions... conversion, oui, appelons ça conversion, c'est une métaphore religieuse un peu délicate, mais oui. Donc je maintiens la distinction entre les deux. Mais national-populisme, pour moi, c'est redondant. C'est-à-dire, ma définition met le populisme à l'extrême droite, dans la droite radicale, et vous constaterez que tous les populismes, moi ça me frappe, tous les populismes sont nationalistes, dans leur version xénophobe. Même Trump, qui est une version, la relation que Trump a, aussi bien d'ailleurs à la Chine qu'au Mexique, si vous voyez ce que je veux dire, j'appelle ça quand même du nationalisme, on est bien d'accord. Continuons dans le fait que le populisme, c'est pas une extrême droite classique, c'est une extrême droite d'un certain style. Quand j'ai vu pendant la campagne, et puis j'avais quelques amies américaines qui me tenaient au courant, qui sentaient monter la catastrophe, cela dit, tous les universitaires américains que j'ai rencontrés, jusqu'à la veille, m'ont dit évidemment, ce sera quand même Hillary Clinton. Hein. Quand même. Parce qu'ils étaient évidemment tous démocrates libéraux. Bon, quand même. Ils n'ont rien vu venir. Hein. En disant oui, Hillary Clinton n'est pas très populaire. Mais moi, ce qui m'avait impressionné, c'est quand Trump est allé en Virginie occidentale et a rencontré les mineurs. Et qu'il a coiffé le casque de mineur. Là, je me suis dit, c'est pas un républicain classique. Hein. Et aujourd'hui, évidemment, toute la polémique sur le protectionnisme enracine le trumpisme, dans la fraction du trumpisme qui est d'essence populaire. Vous pensez bien qu'une partie importante, je dirais jamais la totalité, c'est pas la question, même la majorité, j'en sais rien, mais une partie significative des classes populaires américaines vont revoter Trump demain, à partir du moment où il met en avant le protectionnisme. Le populisme, pour moi, c'est nationaliste, plus ou moins xénophobe, etc. Oui, donc pour moi, c'est redondant. Je reviens sur populisme de gauche. Ce que Chantal Mouffe et d'autres, à partir d'une expérience, d'une expertise d'Amérique latine, comme par hasard, essayent de dire, à savoir qu'il y aurait un populisme de gauche, c'est, à mon avis, une tentative désespérée de reconstruire une forme de gauche radicale sur des bases différentes des bases marxistes héritées de l'expérience soviétique. Je ne suis pas convaincu par l'idée d'un populisme de gauche, sauf à considérer qu'effectivement, ça permet des basculements à l'extrême droite. C'est quand même l'ambiguïté du péronisme qui se fonde à la fois sur la CGT. Évidemment, la CGT argentine, c'est pas la CGT française, mais quand même. Il y a une dimension syndicale dans le péronisme, mais pas que. C'est aussi un militaire, comme était Chavez. Enfin. Mais de là à dire populisme de gauche, moi, je pense que ça ne fait pas avancer la réflexion. Pour moi, ce sont des formes de gauche radicale. Il y a plusieurs familles dans la gauche radicale. Mais moi, je n'ai pas fait un livre sur la gauche radicale. Quelle chance nous avons eu d'avoir Pascal Horry ce soir. Merci beaucoup, Pascal. Vous venez d'écouter une rencontre avec Pascal Horry autour de la parution de son livre « Peuple souverain, de la révolution populaire à la radicalité populiste » aux éditions Gallimard, enregistré à la librairie Ombre Blanche le 3 avril dernier. Pascal Horry a aussi fait paraître « Ce que dit Charlie », 13 leçons d'histoire paru chez Gallimard, ou encore « Jouir comme une sainte » et autres voluptés aux éditions Mercure de France.